Oui, impossible de passer à côté ce week-end. Les élus de Guyane étaient réunis en congrès. C'était samedi pour se prononcer sur le projet d'évolution institutionnelle du territoire. Un congrès plusieurs fois reporté et qui s'est finalement donc tenu après de longs mois de discussion. Une vingtaine de comités de pilotage et l'adoption donc samedi d'un document d'orientation, le fameux avant-projet qui sera encore amené à évoluer. Pour en parler, Mylène Mathieu est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamit. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Radio Pays. Mylène Mathieu, je le rappelle, vous êtes membre du Front pour l'évolution statutaire qui travaille maintenant depuis de longues années sur ce projet. 5 jours après le congrès, 5 jours après les débats, qu'est-ce que vous retenez déjà, Mylène Mathieu, de la teneur des débats et de la dynamique, on va dire, qui a été enclenchée? Est-ce qu'à vos yeux, les choses avancent dans le bon sens? Alors, on est déjà content que la majorité, en fait, a pu être maintenue, que le processus est, j'ai envie de dire, sauvegardé, parce que on a entendu beaucoup de choses à ce propos, de rumeurs, etc. On est assez content de cela, et dans ce sens-là, on continue le travail. Par contre, on aurait pu faire mieux. Je trouve qu'on aurait pu faire mieux. Nous, on pense qu'on aurait pu faire mieux, le Front, parce que plusieurs écueils qui ont été faits à ce travail, c'est des choses sur lesquelles nous avions nous-mêmes alerté en copile. Nous nous sommes entourés, le Front nous-mêmes, nous avons fait appel à des experts pour pouvoir mieux intervenir, faire nos propositions, et nous avions alerté sur cette nécessité de pouvoir constituer en amont cette équipe projet qui aurait pu nous permettre, comme je disais tout à l'heure, de rendre une meilleure copie. Très concrètement, cette équipe projet, elle aurait pu permettre quoi? Qu'est-ce qui n'a pas été suffisamment fait finalement à vos yeux? Les points sur lesquels les points bloquants qu'on a vus ce week-end du coup. Oui, qui ne sont pas allés jusqu'à leur terme, notamment ce qui est proposé par rapport à l'ensemble des ressources et du financement de cette autonomie, de cette évolution statutaire. Beaucoup de personnes se posent des questions, le monde économique, etc. Et ça, c'est normal. Il faut pouvoir rassurer la population, rassurer les différents corps constitués de la société guyanaise pour leur dire que oui, on a prévu cela, on prévoit les choses comme ça. Nous avons une présentation, le Front, sur laquelle nous avons travaillé et que nous avons commencé déjà à faire connaître pour expliquer tous les avantages et puis surtout le potentiel que nous avons à mettre en exergue, à mettre en valeur pour que notamment la collectivité autonome de Guyane de demain puisse subvenir et répondre aux enjeux qui sont faits à la Guyane. Subvenir à ses besoins. Pour avoir parlé du sujet avec de nombreux politiques ici en Guyane, le mot qui revient, ou plutôt le mantra, la volonté, c'est de dire, je résume, les élus guyanais, la Guyane doit enfin parler d'une même voix pour peser ensuite dans ces futurs débats avec le gouvernement. On sait bien que la question de l'évolution statutaire, elle crée des divergences et c'est bien normal entre tout le monde. Tout le monde ne partage pas le même avis à 100%. Est-ce que vous avez l'impression qu'enfin les représentants politiques guyanais ont à cœur finalement de vouloir travailler ensemble et de vouloir aboutir à une certaine forme d'unanimité à terme? Mais écoutez, nous sommes au 5e congrès. Les précédents, et notamment celui du 26 mars, celui du 14 janvier 2020, il y avait une unanimité. Ouais. Et au 26 mars, une unanimité des élus. Le 26 mars, on avait eu un certain renouvellement de la classe politique. Et cette unanimité s'était confirmée. Aujourd'hui, on a eu une majorité intéressante, heureusement, parce que on a sur certains points une différente manière de voir les choses, mais ça ne divise pas complètement, ça ne divise pas. On est sur de l'ordre du détail finalement. En fait, voilà, c'est ça. Enfin, des détails, des choses quand même prégnantes, mais l'unité globalement est préservée, et ça, on s'en satisfait très bien. Je suis retombé sur une interview, Mylène Mathieu, que vous aviez donnée en 2018, ici même à Radio Pays, donc ça commence un petit peu à remonter maintenant. Vous disiez que ce qui était dans les cartons à l'époque, ça n'allait pas suffisamment dans le sens de ce que la population avait exprimé et avait demandé. Est-ce que depuis 5 ans maintenant, vous trouvez qu'on se pose enfin les bonnes questions, en quelque sorte ?
Je pense que c'est pas depuis 5 ans seulement. Hein. Vous savez bien que cette... Non, j'ai pris cette interview-là, j'aurais pu en prendre une autre, évidemment. Parce que bon, je l'ai pas forcément en tête, je sais pas à quoi vous faites allusion particulièrement, mais comme je disais tout à l'heure, on en discutait en off, nous avons eu des états généraux au sortir du mouvement 2017, oui. Et ça a été l'occasion de récolter, d'avoir la possibilité de récolter justement encore les doléances, les besoins, les expressions sur l'ensemble du territoire sur cette question-là. Vous savez que le COPIL a travaillé aussi sur tout ce qui avait été émis comme production pendant les accords de Guyane. Vous savez, il y a eu différents pools sur différentes problématiques et thématiques en Guyane. Et tout cela a contribué à construire ce projet-là. Faut pas penser qu'il s'agisse d'une catégorie de personnes qui se sont enfermées à huis clos et qui se sont basées que sur leurs desiderata ou leurs idées. Nous sommes remontés au plus loin, aux premiers états généraux qui ont eu lieu en 97, aux états généraux qui ont eu lieu et aux mouvements qui ont eu lieu en 2008. Vous vous rappelez de la grande mobilisation, c'était la première fois qu'on bloquait partout, c'était pour le carburant. Tout ça a nourri et ça a bien été d'ailleurs notifié dans un gros document qui fait près de 400 pages et sur lequel nous avons puisé aussi les éléments qui sont malheureusement les mêmes, récurrents depuis plusieurs décennies et pour certains qui se sont aggravés avec le temps. Oui, c'est important de le rappeler quand même, de rappeler qu'à la base, il y a cette volonté-là de la population. Absolument, ça part. Et il faut rappeler aussi que durant les États généraux, tout citoyen avait la possibilité de porter ses contributions. C'est d'ailleurs comme ça que le Front s'est positionné et que nous avons, dans un premier temps, rafraîchi le projet Guyane de 2001 pour l'actualiser et que nous l'avons posé à titre de contribution. Donc, tout à chacun sur l'ensemble du territoire avait encore cette possibilité-là. Dans le COPIL, on a fait en sorte que le maximum de représentation soit effective. Et on accueille encore, puisque le président a ouvert de nouveau la porte aux socioprofessionnels notamment, mais qui avait été largement présent aussi lors de la première commission ad hoc et représenté par les chambres d'agriculture, par le MEDEF. Voilà. Justement, puisque vous en parlez, cette crainte-là des socioprofessionnels qui se sont récemment exprimés au sujet de l'évolution institutionnelle, vous en pensez quoi, vous, Mylène Mathieu ? J'entends beaucoup, pas que les sociopros, j'entends beaucoup de personnes parler mais oui, mais quel est le projet de société ? Et je trouve que dans le congrès, on n'a pas suffisamment insisté pour expliquer de nouveau aux gens que nous ne sommes pas à proprement dit aujourd'hui sur le projet de société, mais sur le cadre. Nous sommes sur le récipient, sur le cadre, et ce sera notamment aux exécutifs qui seront en place qu'on verra comment on va remplir ce cadre. Enfin, quelle photo on y mettra pour faire un jeu de mots sur le mot cadre. Et ça, il faut le rappeler. Et c'est pour ça que je disais que nous, on a alerté beaucoup au niveau du COPIL sur certains éléments qu'il fallait donner. Il faut encore insister pour dire, mesdames et messieurs, les socioprofessionnels ou autres membres de la société, les citoyens, les compatriotes, il s'agit de travailler sur le cadre. Il s'agit de travailler sur sur un instrument, un outil qui va être à la disposition de la collectivité autonome de Guyane à venir pour lui donner le plus de moyens afin d'agir et répondre aux enjeux. Et ce sera à nous toujours, comme cela a toujours été fait dans toute démocratie et dans celle de la nôtre aussi, de sélectionner l'équipe qui sera la plus amène, qui répondra le plus à nos desiderata lors des élections, avec le choix de chaque programme. On appelle ça programme, mais en fait, ce sont des projets de société que les groupes politiques, les partis politiques ou même des groupes de citoyens, puisqu'on voit maintenant beaucoup des groupes de citoyens qui ne sont pas forcément des partis politiques, qui veulent participer à la vie politique, prendre part et proposer un projet de société. Oui, il ne faut pas finalement penser et résumer que l'horizon indépassable, c'est l'évolution institutionnelle. Non. Il y aura ensuite des orientations politiques qui pourront différer entre une majorité et une autre. Entre une majorité et une autre, entre un parti qui aura remporté les élections, selon ses valeurs, selon son idéologie, selon
maintenant sa place politique sur l'échiquier, sur l'échiquier politique. Oui. Parce que la vision par exemple, d'un parti de droite ne sera pas la vision d'un parti de gauche ou d'autres, vous voyez. Et ça découlera de ce que, par exemple, voilà, on va prendre un exemple très concret. L'équipe de M. Gabriel Serville a remporté les élections. Oui. Il a remporté avec un projet, avec un programme qu'il a proposé, et les personnes se sont décidées à l'élire sur le projet de société. On a trop parlé du projet de société finalement dans les débats lors du Congrès. On fait l'amalgame et on ne rappelle pas suffisamment aux Guyanais, à la classe politique elle-même, que nous sommes en train de travailler sur le cadre qui va ouvrir le champ des possibles et qui va donner plus de moyens, notamment d'avoir les leviers décisionnels le plus proche du territoire, in situ tout simplement. Ce cadre-là, le document final, est-ce que vous croyez à ce qu'il soit abouti, terminé d'ici le mois de septembre prochain, comme ça a été annoncé ? On se donnera. J'ai entendu le président de la CTG dire qu'on se fera mal pour y arriver. On s'est déjà fait mal, puisque on a compris l'enjeu et l'intérêt de pouvoir travailler. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, vraiment, on se retrouvait tous les samedis et c'était pas une chose évidente. Non. Mais en fait, il y a une opportunité qui est là. Il faudra qu'on soit prêt. C'est-à-dire que une opportunité historique, vous voulez dire ? Historique, c'est-à-dire que historique et en fait fonctionnel, c'est-à-dire que là la révision constitutionnelle doit se faire. C'est vrai qu'on n'a pas de date à proprement dite. On nous a dit 2024, fin 2020, début 25. On ne sait pas trop. L'essentiel, c'est que nous soyons prêts. Pourquoi ? Parce que effectivement, l'État, le gouvernement devra travailler sur la situation calédonienne et du coup, les autres départements d'outre-mer qui s'inscrivent dans la dynamique de l'autonomie et pour nous puissent venir se greffer finalement sur les débats liés à la Nouvelle-Calédonie. Et c'est ça qui fait un petit peu qui gère un petit peu le calendrier. J'ai entendu M. Ferreira dire qu'il fallait qu'on prenne le temps de régler un certain nombre de choses avant de pouvoir et de ne pas rentrer dans le calendrier qui nous est imposé. J'ai envie de dire que on ne se sent pas, on ne veut pas louper cette opportunité. Parce que c'est vrai que c'est pas tout, on n'a pas l'opportunité d'avoir une révision constitutionnelle toutes les années. Non. Donc, voilà. C'est bien de penser que peut-être on pourrait que l'État pourrait faire une révision constitutionnelle que pour la Guyane. Moi, je le pense aussi, mais je le pense aussi si on était seul dans la situation qu'il aurait fallu le faire. Mais en l'occurrence, là, il y a une opportunité qui se crée. On va essayer de prendre le wagon en marche. Mais du coup, comment dire, pour rebondir sur ce que vous avez dit avec les déclarations de Jean-Paul Ferreira, évidemment qu'il faut mettre à plat tous les points importants pour l'organisation de la future collectivité autonome. Est-ce que il faut aussi accepter que cet outil-là dont vous avez parlé ne sera pas parfait, le cadre institutionnel parfait qui fait consensus parmi tous les élus guyanais, finalement, il n'existe pas et il faut accepter aussi cette petite dose-là d'incertitude. La perfection ne fait pas partie du monde, mais j'ai envie de dire que nous avons pléthore de territoires qui sont d'ores et déjà autonomes, mais qui sont passés entre la première autonomie dont ils ont pu bénéficier. Je parle de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Pierre-et-Miquelon, ça fait plus de 20 ans qu'ils ont passé le cap, et entre-temps, ils ont passé d'autres caps. Oui. Et d'autres territoires aussi ont fait. À peine qu'ils ont obtenu la première autonomie, ils savent très bien que c'était pas encore suffisant, et ils ont continué. Et ça, c'est sur cette dynamique-là qu'il faudra qu'on s'inscrive. Il faut avoir une vision finalement de chemin progressif. Les choses ne seront pas résolues. D'ailleurs, sur la question de l'Europe, c'est ce qui a pu faire consensus. Oui, pour le moment, on reste dans les RUP avec des préconisations pour pouvoir demander des dérogations sur des points prégnants. Cependant, on attend l'étude du coût de la norme pour dire qu'est-ce que ça nous coûterait de sortir ou pas, qu'est-ce qui serait plus avantageux pour nous. Et une fois qu'on a cela, et j'espère qu'on va faire cette étude-là dès maintenant, on va pas attendre, par contre il faut commencer dès maintenant ces travaux-là pour que sensiblement, peut-être au moment où
la révision constitutionnelle viendra, on aura ces résultats-là et on pourra se positionner finalement en disant, ben voilà, nous avons finalement cette étude-là qui nous permet d'affiner notre position et prendre telle ou telle autre position. Donc les choses c'est une dynamique, c'est en constante évolution. Pour ou contre, Mylène Mathieu, une consultation à la fin de la population guyanaise par voie de référendum pour donc soumettre le projet aux Guyanaises et Guyanais. Je le précise, lors du congrès de ce week-end, cette question-là, elle n'a pas été tranchée, elle devrait être encore débattue lors du prochain congrès. Voilà. Eh bien, il y a eu tout un point d'éclaircissement là-dessus, parce qu'apparemment tout le monde n'était pas au même niveau par rapport à mars 2026, où effectivement la question a été de poser, bien entendu, le référendum qui est inscrit dans l'accord de Guyane. Et effectivement, là, la question s'était posée. Moi, je pense que il faut permettre aux Guyanais de se prononcer sur cette évolution statutaire, non pas que sur le principe, mais avec les grandes lignes du projet de l'autonomie qu'on va lui proposer. Et ça, ce sera au futur congrès. Et pas juste, est-ce que vous êtes pour ou contre l'autonomie, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce projet-là qu'on vous soumet ? Avec quel projet, avec les grandes lignes, et les grandes lignes qui vont lui permettre de comprendre de quelle autonomie il s'agira. Mais est-ce que quand vous parlez finalement de ce sujet-là, à droite à gauche, vous avez la sensation, Mylène Mathieu, que la population guyanaise dans son ensemble, elle s'est suffisamment saisie de cette question ? Il y a tellement de choses qui ont traversé nos vies ces dernières années, notamment la pandémie, etc. Nous le ferons, on est resté focus depuis qu'on a commencé, et on continue à travailler. La population demande encore de comprendre. De faire de la pédagogie finalement sur ce qu'on est en train de traverser. Et je voudrais dire à mes compatriotes, aux auditeurs, aux Guyanais, tous autant qu'ils sont, nous le ferons bientôt le désir de recommencer nos campagnes que nous faisions sur l'ensemble du territoire, faire des séminaires, des conférences, et ils savent que, en tout cas s'ils ne le savent pas, tous les mardis nous sommes réunis et nous travaillons, et même plus souvent encore dans la semaine si c'est nécessaire. Nous avons ouvert dernièrement un groupe WhatsApp. Vous savez que WhatsApp, c'est le réseau social le préféré des Guyanais, il paraît, dans les statistiques. Nous avons quand WhatsApp s'arrête de fonctionner, la Guyane s'arrête de tourner. Non, quand même pas, mais c'est sûr qu'on est à l'ère de l'instantané. Oui. Et donc... les débats passent aussi finalement par ce genre de... Guyane Autonomie, c'est un groupe que nous avons créé, et je demande si les personnes veulent nous rejoindre, nous contacter. Ils peuvent déjà par mois au 06 94 38 25 80, et on va pouvoir leur orienter. Là-dessus, on essaye de donner le maximum d'informations, de répondre aux questions, vu la longévité de travail que nous avons fourni sur cette question. Et on continuera comme ça. Il y a beaucoup de questions qu'on vous pose d'ailleurs, Mylène Mathieu, des craintes ou alors peut-être des incompréhensions. Il y a des questions, mais il y a aussi des réflexions. Et c'est très intéressant de dire que de remettre un peu à niveau, de savoir si ça a déjà été fait, si ça a été pris en compte, etc. Oui, on répond à ces questions-là, et on fait le travail aussi de mémoire pour dire, voilà, il y avait ça de fait, etc. On essaye de répondre au maximum à ces questions-là. Alors, autre point qui a été particulièrement abordé ce week-end, c'est la question des autochtones. La place à donner aux populations autochtones au sein de la future collectivité autonome. À vos yeux, il faudrait aller dans quelle direction, Mylène Mathieu ? Cette question a toujours fait partie des piliers de ce projet. Oui. Le Sénat coutumier, d'ailleurs. Nous avons eu des positions, des passages un peu difficiles. C'est le cas à chaque congrès. Oui, ça a été un des points les plus crispants lors du congrès de ce week-end. C'est le cas à chaque congrès. Ça parle des blessures et des stigmates que ressentent certains membres de notre communauté, notre grande communauté guyanaise. Et ça montre un peu... ça ravive les blessures en quelque sorte. Ça ravive les blessures, et ça nous montre qu'il faut continuer à travailler, continuer à se rapprocher. Et je voudrais dire à nos frères du fleuve, à nos frères de l'intérieur, à nos frères amérindiens, à nos frères Wushinengue, que nous sommes tous victimes dans notre histoire. J'ai entendu hier soir monsieur Carinco dire dans ses palabres avec la journaliste, la Guyane est une terre de souffrance qui a toujours accueilli.
ça m'a choqué, ça m'a frappé, Terre de souffrance, parce qu'effectivement, nous avons souffert, nous avons tous souffert ensemble. Nous avons tous souffert ensemble, et aujourd'hui, nous devons passer outre la défiance peut-être, parce que une fois que vous êtes blessé, vous vous méfiez un peu de tout, peut-être un peu de tout le monde. Ce cadre sur lequel nous sommes en train de travailler va être aussi un outil pour pouvoir nous rapprocher. Et je parle de ça parce que, vous savez, pour pouvoir mieux se connaître, pour pouvoir s'aimer de nouveau, parce que nos ancêtres, eux, ils ont pu se rapprocher. Lorsque les marrons, les noirs marrons marronnaient, ils ont trouvé des frères amérindiens dans la forêt qui les ont aidés à subsister 15 ans, 20 ans dans la forêt. Ils ont apporté leurs propres connaissances, les peuples africains, qu'ils ont partagé avec les peuples amérindiens et vice-versa. Il y a eu une alliance, il y a eu une symbiose. On devrait, lorsque vous savez que vous êtes perdu, vous êtes confus, retournez-vous et regardez ce qui a pu se faire déjà. Alors j'ai envie d'envoyer ce message-là et de dire que nous avons su faire front. Recommençons et prenons cet outil-là du cadre sur lequel nous travaillons pour un outil qui va nous permettre aussi de soigner nos blessures communes, nos blessures communes. Et donc, l'histoire nous donne aujourd'hui, parce que nous sommes des hybrides, nous sommes partagés, nous avons cette civilisation européenne qui s'est installée, qui avec l'assimilation, peut-être parce que j'ai vu aussi dans les écrits de nos compatriotes, parce qu'ils ont chacun produit des contributions, qu'ils demandaient à ce que leur autodétermination, leur spécificité soit respectée par les exécutifs locaux, parce qu'il y a des années, dans les années 90, où les exécutifs locaux se permettaient d'intervenir dans leurs affaires coutumières. Et donc tout ça aussi, c'est aussi des relents ou des stigmates ou des côtés un peu pervers entre guillemets de l'assimilation sur lesquels il faut travailler, il faut prendre conscience, il faut reconnaître qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites et qu'aujourd'hui nous partons d'un nouveau pas. L'histoire nous donne l'opportunité, à partir de toutes ces souffrances, à partir de toutes ces frustrations, à partir de tous ces relents, d'écrire ensemble en lettres d'or un avenir commun. Faisons-le. Autre sujet technique, Mylène Mathieu, parce que derrière l'évolution statutaire, il y a de nombreuses questions qui se posent, on l'a dit, et beaucoup de détails à régler sur la méthode, sur ce que voudra dire concrètement autonomie de la Guyane. Votre position à vous, Mylène Mathieu, mais aussi celle du Front, sur la gouvernance de la future collectivité. Il y a ceux qui sont pour une organisation monocéphale, ceux qui sont pour une organisation bicéphale. Là, ce week-end, l'option qui a été retenue, c'est donc avoir un exécutif avec un gouvernement, un président et à côté une assemblée des élus avec son propre président. C'est quoi votre regard sur ces débats-là, Mylène Mathieu? Sur ce point-là, nous sommes assez satisfaits. De la solution qui a été prise. Absolument, parce qu'en fait, ce qui nous faisait obligation, c'est le fait que la Guyane, dans le cadre de l'autonomie, donc la collectivité autonome de Guyane de demain, aura, c'est essentiel, pourra promulguer des lois, pourra rectifier les lois nationales qui correspondent pas à nos réalités. Et pour ce fait-là, c'est un des piliers de la démocratie, de faire la séparation des pouvoirs. C'est pour ça que ça nous faisait obligation. Qu'il y a un processus législatif finalement similaire à ce qu'on peut voir. Exactement. La séparation des pouvoirs, c'est quand même important, même si bref, je vais pas. C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est pas le sujet. Mais d'où on va essayer de rester sur des piliers fondamentaux où on ne devrait pas amalgamer le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc on est assez content de ce qui est retenu, même si qu'en finalité, il faut retenir que ce sera toujours des élections de liste et celui qui remportera les élections, il sera majoritaire pour constituer l'exécutif, mais vraisemblablement majoritaire aussi dans l'Assemblée.
Le futur statut de la Guyane n'est qu'un outil, c'est très important de le dire, c'est un outil et il faut le prendre tel que ça, un des outils qui va permettre à la Guyane de répondre à ces enjeux et aux défis qui lui sont faits et surtout d'améliorer les conditions de vie des Guyanais. Et un outil qui va susciter encore de nombreux débats dans les semaines et mois à venir. Merci beaucoup Mylène Mathieu d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie. Je le rappelle donc membre du Front pour l'évolution statutaire et vous étiez avec nous pour revenir sur le congrès des élus de ce week-end. Merci encore, très bonne journée à vous.